Euh, je vais donc tout de suite accueillir mon invité d'aujourd'hui pour qu'on essaie d'analyser cette situation. On va essayer vraiment de faire un genre d'introduction parce que je compte faire beaucoup d'émissions d'entrer en profondeur pour donner beaucoup plus de détails. Parce que je sais que ce problème, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des raisons officielles, des raisons officieuses et des raisons qu'on ne nous dit pas, des raisons qui sont cachées. Ça, il faudra entrer en profondeur pour essayer de comprendre toutes ces raisons. Donc, j'aimerais bien faire entrer au studio mon ami Sylvestre Sengiumva, avec qui vous étiez, chez qui vous aviez habitué à écouter en langue nationale. Et maintenant, nous allons changer de langue, Monsieur Sylvestre Sengiumva. Monsieur Sengiumva, je vous dis bonsoir. Comment allez-vous? Est-ce que vous n'avez pas trop froid? Parce que chez nous, là où vous habitez, vraiment, il fait vraiment affreusement froid. Il y a aussi la neige qui nous appelle de rouler. Comment allez-vous chez vous dans la capitale? Oui, ça va, ça va. Moi, j'habite pas vraiment dans la capitale, j'habite pas très loin en ce moment. Et ça va, il fait froid, mais on n'a pratiquement pas de neige. Il y a eu un peu de neige et Oui, elle a très vite fondu. oui. Donc, voilà, ça va. Oui, donc j'aimerais quand même vous dire de profiter de cette occasion pour saluer les auditeurs de Radio Lumuri qui étaient habitués à vos émissions en langue nationale. Comme nous allons essayer souvent de faire de quelques émissions en langue française aussi pour essayer d'expliquer ce que nous avons dit à Nyarwanda et éventuellement donner aussi de nouveaux développements parce qu'on voit bien que la situation au Congo ne cesse de nous réserver vraiment de nouveaux rebondissements, hein, de nouvelles situations. Mais ça ne va pas nous empêcher d'analyser en profondeur. J'aimerais d'abord que vous profitez de l'occasion pour saluer les auditeurs de Radio Rumuri et éventuellement aussi de votre channel, parce qu'il faut aussi la signaler, votre channel, et si de vous présenter aux auditeurs de Radio Rumuri brièvement, et puis commencer à aborder le sujet d'aujourd'hui, Monsieur Sylvestre. Oui, je vous remercie, je te remercie, mon cher ami Célestin. Oui, c'est effectivement la première fois qu'on va faire une émission en français chez vous, mais les auditeurs, en tout cas les auditeurs rwandais et rwandophones, me connaissent puisqu'on a déjà fait beaucoup ensemble, que ce soit avec vous, avec votre collègue, M. Simbonga Aloïse, en langue kinyarwanda. Peut-être pour les auditeurs francophones qui ne parlent pas le kinyarwanda, et je m'appelle Sylvestre Nsengiyumva et je suis socio-économiste et géopolitologue de formation. Et j'habite en Belgique, je suis d'origine rwandaise et je m'intéresse plus particulièrement à la sociopolitique du Rwanda et de la région et à la géopolitique régionale et internationale. Je possède moi-même une chaîne YouTube qui s'appelle Kabeo Kanyarwanda One People One Revolution. Elle est récente, ça fait 2 ans et demi ou 3 ans que j'y passe. C'est une chaîne d'opinion sur laquelle je passe des réflexions sur l'actualité ou sur des phénomènes sociopolitiques et je fais quelques analyses aussi de géopolitique internationale ou de géopolitique régionale. Voilà en comment c'est ça. Voilà, je vous remercie. Donc vous avez, chers auditeurs de Radio Rumuri, vous avez compris à qui vous avez affaire aujourd'hui. Vous avez affaire à un connaisseur. Quand je dis un connaisseur, et il a une certaine idée quand même. C'est pas quelqu'un qui vient comme ça, qui tombe du ciel. Donc, il a une certaine idée sur de quoi nous allons parler, surtout au sujet de la géopolitique et de la géostratégie de la région des Grands Lacs. Donc, je voudrais donc d'emblée entrer dans le vif du sujet. Tout à l'heure, vous avez écouté les différents intervenants, notamment le chef de la communication de la présidence en RDC, ainsi que le président lui-même. Euh, nous avons peut-être d'autres interventions que je pourrais vous partager tout à l'heure, mais j'aimerais quand même savoir, je viens bien de vous poser une question très claire. À votre avis, quand on parle de différentes agressions qu'il y a eu, qu'il y a toujours, qu'on connaît toujours même jusqu'aujourd'hui, les agressions à l'est de la RDC, et on a toujours mis, on a indexé le Rwanda est mis en question
dans toutes ces agressions. Mais on peut se demander que cherche réellement le Rwanda en RDC, M. Sylvestre Nsengimana. Vraiment, globalement, parce que je vous dis déjà que nous avons non pas plus de 40 minutes aujourd'hui. Nous allons essayer de faire une introduction générale, mais qui quand même qui présente une certaine visibilité pour que, éventuellement, si on fait d'autres émissions ultérieures, qu'on puisse se baser sur celle d'aujourd'hui. Mais vraiment, nous allons jeter les bases. Mais la première des questions qu'on peut se poser, que cherche le Rwanda ou le FPR ou le président Kagame en RDC, M. Nsengimana? Nsengimana, pardon, Nsengimana. Le Rwanda, il veut profiter de... Ça fait, d'ailleurs, ça va faire à peu près une trentaine d'années que le Rwanda est entré pour la première fois au Congo. À l'époque, ça s'appelait Zaïre. D'accord? Il est entré au Zaïre sous le prétexte de poursuivre les auteurs du génocide rwandais qui s'étaient réfugiés là-bas. Mais ce n'est pas un secret, c'est un secret de polichinelle. En réalité, quand je dis le Rwanda, je parle du régime actuel du Rwanda, qui a été installé par le Front patriotique rwandais. C'est un secret de polichinelle qu'en fait, en réalité, quand le Front patriotique rwandais a décidé d'attaquer le Rwanda à partir de l'Ouganda, bien sûr, il voulait faire entrer les réfugiés tutsis du Rwanda qui étaient un peu dispersés un peu partout dans le monde. Mais en sous-main, il y avait un projet plus important que cela, à savoir la conquête d'un territoire du Congo ou d'un territoire conséquent appartenant donc à l'époque au Zaïre, qui est devenu le Congo après. On l'a vu après la chute de l'avion du président Habyarimana, la reprise le périclitage des accords d'Arusha qui avaient été signés et qui étaient en passe d'être appliqués. On a vu que dès la reprise des combats, la première préoccupation des unités avancées du Front patriotique rwandais était de fermer toutes les autres frontières terrestres du Rwanda et de laisser une seule porte de sortie vers le Congo. Et on ne savait pas à l'époque pourquoi, mais on a vite compris que c'était en fait un prétexte. C'était pour laisser passer tous les réfugiés, l'essentiel des réfugiés du Congo, et avoir plus tard le prétexte d'y entrer et d'y rester. Alors, ce faisant, le Rwanda a fait ça, donc le régime du Front patriotique rwandais, que ce soit l'attaque du Rwanda, que ce soit dans la foulée le passage vers Zaïre, il a fait en profitant d'un contexte mondial particulier, qui était donc la chute du mur de Berlin, et qui, à l'époque, permettait toutes les aventures. C'est-à-dire qu'on entrait manifestement dans un nouvel ordre géopolitique mondial, où, en tout cas, dans des régions connues et reconnues pour être des régions sensibles sur le plan géostratégique et sur le plan des ressources naturelles. Dans ces régions-là, il était question de redistribution des cartes.
si on peut le dire comme ça. Et donc, des puissances internationales ou des puissances régionales qui en avaient les moyens ont décidé de redistribuer les cartes, même des cartes des frontières. Et le Rwanda, à l'époque, a profité. Donc, le régime des faits qui venait de s'installer aux auparavant a profité de la faiblesse du gouvernement, du système de gouvernance congolais à l'époque, zaïrois à l'époque, pour entrer au Congo comme plutôt dans le beurre, au Zaïre à l'époque, de prendre le Zaïre, tout le Zaïre en 7 mois et d'installer un pouvoir au Congo qui a duré quand même 5 ans. 5 ans d'exploitation directe des ressources du Congo. Et par après, je ne vais pas passer les détails, après la rupture avec le poulet qu'ils avaient installé à Kinshasa, à savoir le vieux Kabila, Laurent Désiré Kabila. Après la rupture, ils ont relancé la guerre. Je ne vais pas passer les détails. Peut-être on va y revenir. Toujours est-il que ça s'est terminé sur une situation un peu confuse qui a permis au Rwanda, sur les 20 dernières années, donc le Rwanda a contrôlé le Congo directement pendant 5 ans et a créé, et par après, une situation qui lui a permis d'avoir un contrôle indirect sur une grande partie du Congo, notamment à l'est, à l'est, à partir de la frontière du Rwanda, qui fait frontière avec le Rwanda jusque dans une profondeur conséquente. Alors, la situation qu'on observe, en fait, alors, comment le Rwanda, après avoir fait ça, depuis donc 25 ans que le Rwanda a réussi ce coup spectaculaire de redistribuer les cartes dans la région, le Rwanda a changé, est entré dans une autre dimension. Le Rwanda est devenu une vraie puissance régionale. Parce qu'en fait, le Rwanda, sur les 5 ans qu'il a contrôlé directement le Congo, il a pu exploiter les ressources du Congo. Est-ce que tu m'entends toujours, Céleste? Parce que je te vois parler, mais je t'entends pas. Je t'entends. Ne tracasse pas, je t'entends très bien. C'est que je fais beaucoup de choses à la fois, mais je te suis très bien, oui. Ah, sorry. Donc, je disais que le Rwanda, donc, sur les 5 ans, que le Rwanda a su tirer profit des 5 ans qu'il a, donc, je veux dire, le système rwandais, a su tirer profit au maximum des 5 ans qu'il a occupé 100% du Congo et tirer profit des 20 ans qu'il occupe indirectement un territoire conséquent du Rwanda qui est très riche en ressources. Et ce qui a permis au Rwanda d'investir toutes les ressources qu'il a tirées de toute cette période de jusqu'aujourd'hui, dans la construction d'une certaine puissance, qui n'a rien à voir
avec le produit intérieur brut de cet État rwandais confiné, petit, enclavé, pauvre, très pauvre en ressources et surpeuplé. Le Rwanda a choisi de manière stratégique à investir toutes les ressources qu'il a retirées du Congo dans la construction d'une certaine puissance militaire et des services de sécurité très efficients, un service de renseignement intérieur et extérieur extrêmement performant et une diplomatie tous azimuts. En diplomatie, par exemple, le Rwanda, un exemple, le Rwanda, je pense, après l'Afrique du Sud, à part l'Afrique du Sud, je ne pense pas qu'il y ait, et peut-être le Nigeria, je ne pense pas qu'il y ait un autre pays d'Afrique noire qui a plus d'ambassades que autant d'ambassades que le Rwanda. Donc, on voit bien que c'est une décision volontariste d'investir dans le rayonnement diplomatique comme une puissance ambitieuse. On ne reviendra pas sur des coups d'éclat que le Rwanda a réussi, comme par exemple faire nommer à la tête de la francophonie une Rwandaise, alors que le Rwanda avait banni la langue française, de diriger le Commonwealth en même temps qu'il dirige que Mme Mouchel dirigeait la francophonie et d'autres décrets qu'on connaît, comme la nomination des Rwandais à la tête de la Banque africaine de développement, pendant 10 ans quand même, et d'autres coups de décrets qu'on connaît. Alors, pourquoi, sur le plan régional, le Rwanda a pu tirer profit de notre atout majeur, un atout conjoncturel qui est apparu justement. Avant peut-être de parler brièvement de sa puissance, de son atout au niveau régional, j'aimerais quand même vous signaler aux auditeurs de la Radio Rumuri que ici vous avez soulevé beaucoup de points qui nécessiteront vraiment une entrée en profondeur, parce que lorsque vous parlez du rayonnement diplomatique, de la diplomatie tout azimut, il faudra essayer d'entrer en profondeur. Le service de renseignement intérieur et extérieur, voir tout ce qui est derrière. Vraiment, je vous promets qu'on fera d'autres émissions qui vont entrer en profondeur et donner beaucoup plus de détails de ces 3 points que notre invité a soulevé tout à l'heure. Je vais vous laisser vraiment encore suivre, comme vous l'avez fait sur le plan intérieur. Donc là, cette force, cette puissance, osons le mot, la puissance du Rwanda au niveau régional et international. Et puis, on va arriver à notre question. Allez-y, monsieur Sylvestre. J'ai presque fini. En fait, je voulais faire un topo rapidement comme ça. Donc, pour que c'est pour aider les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas au fait des problématiques de géopolitique, pour comprendre, pour intégrer un nouveau paradigme, bien sûr inédit et étonnant, mais qui est réel. C'est que le Rwanda est une puissance aujourd'hui. C'est vraiment une puissance régionale et peut-être même panafricaine. C'est une puissance, on ne peut pas dire que c'est une puissance économique, parce que le Rwanda n'a pas encore émergé économiquement, à mon sens, sauf que beaucoup de gens dans le monde, beaucoup de spécialistes, disent qu'il a fait aussi des miracles économiques. Mais il y a quand même une chose à laquelle que j'aimerais aussi évoquer, c'est que toujours dans la perspective de construire sa puissance, le Rwanda a investi dans un processus de désenclavement. Parce que le Rwanda, un des problèmes majeurs du Rwanda,
c'est que c'était un pays enclavé. Le Rwanda, on n'en parle pas beaucoup, mais le Rwanda a acheté un port à Djibouti. Le Rwanda a acheté un port à Djibouti. Et c'est un port en eau profonde en Djibouti. Et il a acheté un port sec à Brazzaville, au Congo-Brazzaville. D'accord? Avec même un territoire qu'il a acheté au Congo-Brazzaville. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié si son territoire a accès à la mer, mais il a acheté un territoire de quand même 2000 km², c'est-à-dire un dixième du Rwanda presque. Donc, c'est important. Et je pense qu'il a acheté aussi un port sec à Dar es Salaam. Donc, le Rwanda a investi de manière volontariste dans la construction d'une certaine puissance. Le Rwanda aujourd'hui, il n'y a pas un autre pays d'Afrique noire, même d'Afrique tout court, qui, au moment où je vous parle, projette son armée sur 3 théâtres d'opération en Afrique. Hein? Ça, c'est normalement une opération comme ça, c'est une opération propre aux puissances, aux grandes puissances contrôlées qui projettent leurs armées dans le monde entier. Le Rwanda est entré dans cette dimension-là et il a la capacité de projeter et dans 3 pays différents, quatre pays différents en ce moment. Donc le Mozambique, la Centrafrique, le Soudan du Sud et maintenant le Congo via M23, etc. Le Rwanda projette sur 4 pays en même temps. Sur des théâtres d'opération, certains qui sont intensifs, comme on voit actuellement, et même en Centrafrique, et même au Mozambique, sur des théâtres d'opération, et arrivent à faire ça. Les spécialistes militaires vous diront que c'est quelque chose d'extrêmement difficile de projeter une armée au-delà de sa frontière. Parce que au-delà que vous envoyez des militaires, il y a toute une machinerie qui est derrière et qui demande que le pays soit suffisamment solide sur le plan militaire et d'approvisionnement. Oui, mais sans nier peut-être, sans nier ce que vous affirmez de que le Rwanda soit quand même, il a des militaires, ça c'est sûr. Mais que diriez-vous, que répondriez-vous à ce qui vous rétorquerait que, en fait, le Rwanda agit comme un genre de mercenaire entre guillemets, parce que nous savons que ce soit au Mozambique, malgré ce que nous a dit récemment le président Kagame, qui nous dit que le Rwanda ne reçoit même pas un centime suivant en paiement ou alors en compensation de ces opérations qu'il mène au Mozambique notamment. En fait, que le Rwanda, ils sont en fait au service de la France pour aller protéger le puits de gaz et de pétrole au Mozambique, et que même partout où ils sont déployés, en fait, ils sont comme si ils sont en sous-traitance en fait, des États-Unis. Les États-Unis qui ne veulent plus déployer leurs troupes sur différents fronts, notamment après ce qu'ils ont subi en Somalie, où ils ont perdu leur GIs, ils ont préféré changer de stratégie, de donner de l'argent aux Noirs. J'ai failli utiliser un autre mot, pour que ce soit eux qui aillent mourir sur le front plutôt que d'y envoyer leurs militaires. En fait, le Rwanda est en train de sous-traiter sous forme même oui, qui sous-traite en fait les opérations qui devraient être menées par les grandes puissances, comme vous dites, mais que c'est le Rwanda qui maintenant qui s'y prête maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur Sylvestre Nsengiyumva? Je vais vous le dire. C'est oui et non. Je crois qu'on en avait parlé en langue néerlandaise. Ce serait oui tout court,
si le Rwanda envoyait des militaires se battre et s'arrêter là. Or, même ce qu'on observe, c'est que le Rwanda, partout il envoie son armée, même si il peut le faire en partenariat avec d'autres puissances justement intéressées, le Rwanda projette l'armée avec une certaine sa puissance économique aussi qu'elle est occupée à développer. Le Rwanda ne va pas, par exemple, j'avais donné l'exemple, j'avais comparé l'intervention, par exemple, du Rwanda dans ces pays-là à l'intervention, par exemple, du Burundi en Somalie. On sait que le Burundi, par exemple, a des militaires en Somalie pour le monsieur de la paix, etc. Mais eux, ils sont là comme des agents, comme vous dites, de les Nations Unies. Ils sont là, ils se battent et puis ils reçoivent des salaires. Ils reçoivent une sommation des Nations Unies et c'est tout. Le Burundi n'envoie pas derrière son armée une machinerie économique. Il n'envoie pas toute une machinerie diplomatique. Il n'envoie pas tout un système de pénétration même sociale. Or, qu'est-ce qu'on observe? On observe que, par exemple, depuis que le Rwanda a envoyé son armée au Soudan, aujourd'hui, quand tu vas dans la capitale sud-soudanaise, Djoba, eh bien, le business est contrôlé par les Rwandais. D'accord? Il y a un chassé-croisé entre Djoba et Kigali. Il y a des mêmes bus. Tous les jours, ils font Kigali-Djoba, etc. Beaucoup de Rwandais sont allés s'installer là-bas, des sociétés rwandaises sont allées s'installer là-bas. Et le Rwanda est en train de pénétrer le tissu socio-économique du Sud-Soudan. Il fait la même chose à au Mozambique, ça on le sait. Il fait la même chose en Centrafrique où ces sociétés exploitent les mines, et ils ont acquis des concessions de mines, ils ont acquis aussi des terres aussi. À Bangui, les Rwandais contrôlent le business aussi. En tout cas, un pan très important du business. Et c'est ça, quoi. C'est ça, la puissance hégémonique. Et nous avons d'ailleurs appris récemment qu'il y a plus de 500 Rwandais qui viennent de recevoir la nationalité centrafricaine, justement. Et lorsque je me suis renseigné auprès des Rwandais qui sont là-bas, c'est surtout ceux qui viennent de Kigali maintenant, qui viennent d'obtenir exceptionnellement, alors qu'on savait que pour vraiment acquérir la nationalité centrafricaine, c'est l'une des nationalités vraiment qui s'acquiert le plus difficilement, mais comme ça, par un coup de baguette magique, 500 Rwandais qui viennent du Rwanda viennent de recevoir la nationalité centrafricaine, comme ça. Oui, donc ce qui peut, oui, prouver que ce que vous dites n'est pas en l'air, c'est pas des paroles en l'air, oui. Il y a un phénomène inédit qu'on observe, qui est nouveau et qui en Afrique, un pays qui se comporte mutatis mutandis comme une puissance hégémonique. Un pays africain qui se comporte en Afrique comme une puissance hégémonique, comme les autres puissances hégémoniques occidentales se comportent quand ils vont dans des pays. Ils projettent. En fait, c'est quoi l'hégémonisme? Une idéologie qui consiste pour une puissance telle à projeter sa puissance, à considérer qu'il a quelque chose à projeter au-delà de ses frontières. Par exemple, sa culture, qui considère que sa culture revêt une telle importance qu'elle devrait être projetée et se faire connaître par d'autres peuples. On la projette, comme la France, par exemple, projette la langue française.
etc. Alors, ils considèrent que ces sociétés, donc ces entreprises, doivent projeter leur puissance économique au-delà de son territoire, hein, n'est-ce pas? Ils considèrent que voilà, que son peuple peut se projeter, aller aider et s'installer, éventuellement faire un peu de colonies de peuplement. Et ça, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. C'est la première fois qu'on voit ça. Une puissance africaine qui se comporte comme une puissance relativement hégémonique. C'est ça. Et là se situe justement la différence entre le mercenariat, comme tu le disais, et la sous-traitance, parce qu'il y en a d'autres qui disent que vraiment c'est une simple sous-traitance. Ici, par exemple, j'ai quelqu'un qui nous suit en live sur YouTube qui me dit, il semblerait que ton invité ne comprend pas la sous-traitance du Rwanda. Il s'exprime sur le sentiment du nationalisme rwandais. Donc, c'est comme, avec lui, il pense peut-être que vous êtes en train de louer les FPR, de reconnaître que vraiment tous les FPR, ce qu'il fait, c'est parce que je pense qu'à un certain moment, il faudra quand même analyser. Tout à l'heure, vous avez parlé des problèmes économiques du pays. Oui, un pays totalement comme le Rwanda, qui a sa situation économique qu'on connaît, mais qui arrive quand même à ne pas considérer on va dire les priorités économiques au niveau national et qui se voit sous cette image-là d'aller assurer la paix au Mozambique, d'y amener l'armée rwandaise et de signer des accords de coopération militaire et d'aller protéger le président centrafricain. Nous savons que le président centrafricain est gardé par les gardes du corps rwandais et nous avons par exemple les militaires qui sont en RCA. Il y a deux volets. Il y a le volet qui est sous la bannière de l'ONU et un autre volet qui est sûrement entre les accords bilatéraux entre le Rwanda et la RCA qui combattent aux côtés des militaires centrafricains pour aller assurer la sécurité du pays. Et il y a tous ces volets et se retrouver sur différents fronts. Ils sont à Haïti, au Soudan, Mozambique, Centrafrique. Mais on ne parle même pas du Congo, en fait. Mais le Congo, il y a des militaires là-bas aussi. Et d'autres pays dont on ne parle pas. Et dont nous, on sait qu'il y a des militaires rwandais dans ces pays-là. Le Bénin, notamment, on peut le dire. Même le président de la République, il y a d'autres pays. Sans t'occuper la parole. Oui, oui. Occuper la parole. Oui. Je ne sais pas si ça continue, mais pendant au moins 8 années, le président du Bénin a été gardé par une division rwandaise. Ben oui, c'est pourquoi j'ai parlé du Bénin, c'est parce que ça a été, oui. Et au Bénin, du Bénin, justement, oui, oui. Donc, au Bénin, le président Talon est gardé, je ne sais pas si ça continue, je dois vérifier, mais donc, pendant qu'il était gardé par en fait, toute la garde présidentielle de M. Talon était rwandaise. Pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Le Rwanda a aussi envoyé à Cotonou des entreprises rwandaises pour s'installer là-bas. Par exemple, il y avait une entreprise rwandaise qui contrôlait le transport dans la ville de Cotonou. Comprends? Oui, justement, oui. Ça c'est vraiment, vous avez bien expliqué, et là, je pense qu'on a très bien compris ce système d'hégémonie. C'est pas tellement une conquête d'hégémonie, oui, on est là, on s'infiltre là, on travaille, un peu comme à la juive, comme les juifs font en fait. Quand on se rend compte que finalement, si les juifs travaillent comme ça, les Israéliens, on va dire, ou les juifs, oui, dans son mot, quand on voit les États-Unis, l'influence qu'ils l'ont sous cet aspect. Ils s'arrangent pour, oui, se projeter partout dans le monde, et on se rend compte qu'à la fin, c'est eux qui contrôlent tous les systèmes, finalement. Ça, c'est une autre histoire. Je pense qu'on va y revenir dans d'autres émissions, parce que je pense qu'on va arriver à comparer le système
israéliens au système rwandais parce que je sais qu'ils sont des amis très proches. Mais j'aimerais quand même, pour essayer de vraiment... Oui, merci d'en parler, ça me permet oui, oui, oui. Oui, Parce qu'il reste après 5-10 minutes, comme ça, on va clôturer. Vraiment, je voudrais qu'on coiffe, qu'on passe vraiment en revue tous les aspects. Ça me permet... On va les développer plus tard dans d'autres émissions. Oui, allez-y. Oui, je fais d'abord une petite parenthèse. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est pour dire, pour répondre à l'auditeur qui t'écrivait là, Oui. qu'en fait, ce que fait le Rwanda avec la France, au Mozambique par exemple, ou ce qu'il fait avec le président Touadéra en Centrafrique, ou ce qu'il fait au Bénin, le Rwanda fait au Bénin, etc., et dans les autres pays, ça s'apparente plus à un partenariat qu'à de la sous-traitance. Donc, étant donné tous les éléments que je viens de développer, ça s'apparente plus du partenariat. Par exemple, même avec la France, justement, la France a un intérêt au Mozambique. Elle a signé des accords avec le Rwanda pour être là à sa place. Mais le Rwanda a exigé que ce soit la France et que ce soit le président du Mozambique que lui aussi avance ses pions au Mozambique. Ça fait partie du deal. Tu comprends? Il ne s'agit pas de leur envoyer des mercenaires qui vont combattre, être payés, le Rwanda peut-être recevoir un peu d'argent et puis rentrer. Ce n'est pas ça. Donc, c'est plus un partenariat que dans la sous-traitance ou du mercenariat. Ça, c'est une chose. Alors, pour en revenir à Israël, merci d'avoir parlé d'Israël. C'est une transition qui me permet de préciser que le Rwanda n'est pas un cas unique. Bon, il est un cas unique en Afrique, pour faire ça, mais ce n'est pas le seul pays au monde qui a décidé d'investir dans la puissance militaire et diplomatique, au-delà de ce que vaut le pays en termes de produits intérieurs bruts. L'exemple que vous venez de donner, c'est Israël. Israël n'est pas un pays très riche. Comprends? Israël la puissance d'Israël n'est pas directement proportionnelle à sa richesse économique, à sa puissance économique, ou à la taille du pays. Hein? L'Israël quand l'État israélien a été créé, il a décidé de manière stratégique d'investir dans la puissance militaire et dans la puissance technologique et de l'armement. Et dans le renseignement, comme le Rwanda, dans le renseignement intérieur et extérieur. Vous savez, le Mossad, par exemple, si ce n'est pas le premier, c'est l'un des tops du top du renseignement mondial. Tu vois, l'autre exemple que je peux donner pour en terminer là, qui concerne l'actualité, c'est la Russie. La Russie a le produit intérieur brut grand comme celui de l'Italie ou de l'Espagne, qui est un enfant pauvre de l'Europe, de l'Union européenne. Un des enfants pauvres, en tout cas, de l'Union européenne. Mais la Russie est réputée la deuxième puissance militaire du monde. C'est la première puissance militaire. C'est un pays qui investit beaucoup dans son rayonnement diplomatique. Donc, le Rwanda n'est pas un cas unique. Ce n'est pas la première fois. Ce sont des choix stratégiques. Et ceci dit, pour répondre, j'en termine là, à ton auditeur, moi, je suis ici pour analyser une situation. Je ne suis pas ici pour faire l'apologie du régime de
Kigali, du système de Kigali, puisque je n'en fais pas partie. Je suis réfugié ici en Belgique. Mais j'analyse les faits. Donc, je pose d'abord les indispensables et je les analyse, quoi, c'est tout. Voilà. Et ce que je dis là, tout le monde le remarque. Hein? Tout le monde remarque que le Rwanda projette des armées, que le Rwanda possède toutes ces ambassades, que ce sont des faits, quoi. Que le Rwanda, qui a mis voilà, que de l'homophobie, etc. Voilà, ce n'est pas une vue de l'esprit. Oui, donc vraiment, je comprends votre point de vue. Surtout, en fait, vous arrêtez seulement à analyser les faits qu'on constate, tout simplement, sur des constatations qu'on remarque, quand on ne pourrait pas fermer les yeux là-dessus, parce que c'est très visible. Et lorsque le président rwandais dit qu'il a autant de milliers d'hommes au Mozambique, c'est vrai, c'est pas. Mais le problème, par contre, il faudra arriver à analyser aussi les conséquences de toutes ces opérations, parce que, oui, vous avez parlé tout à l'heure du choix, c'est le choix que le Rwanda a fait de procéder comme ça, mais à quel prix au niveau de la population? Vous avez parlé tout à l'heure d'Israël. Israël, quand même, nous savons que la population israélienne, quand même, n'est pas aussi misérable que la population rwandaise. Donc, peut-être essayer de voir si c'est pas une façon comme disait La Fontaine, de son crapaud qui voulait faire aussi gros que le bœuf. Ça, est-ce qu'il va y arriver pendant combien de temps? Et surtout, à quel prix? C'est vrai que même Israël aussi, pour y arriver, il n'est pas allé d'une dos de cuillère. Hein. Nous savons bien ce qu'il a fait avec les Arabes. Hein. Nous avons toutes les guerres qu'il a menées contre les pays limitrophes. Ça, on oublie souvent. Et nous, on n'en parle pas. Nous savons le calvaire que souffrent les Palestiniens jusqu'à aujourd'hui. Ça, on n'en parle pas. Est-ce que le Rwanda va se permettre de faire la même chose dans la région des Grands Lacs? Ça, c'est la suite ça sera contenu dans la suite des émissions parce qu'il faudra qu'on analyse et surtout qu'on regarde, vu la pression diplomatique qui est en train de s'exercer maintenant sur le Rwanda, est-ce qu'il va vraiment arriver à porter ces projets jusqu'au bout? Est-ce qu'ils vont aboutir? Est-ce qu'ils vont aboutir comme ils le souhaitent? Est-ce qu'ils vont y arriver sans problème, surtout sans entrave au niveau international? Tout ça sont des questions que nous allons essayer d'aborder dans cette longue série d'émissions que nous allons réaliser sur justement cette problématique de la géostratégie, le cas préféré suivre le Rwanda dans la région des Grands Lacs et en Afrique. Donc, vraiment, j'aimerais qu'on conclue aujourd'hui pour cette introduction générale sur la façon dont on va aborder ce problème. Et à moins que vous ayez un petit mot de conclusion pour essayer d'arrêter la première partie de nos émissions aujourd'hui, pour qu'on puisse revenir dans nos émissions suivantes. On pourrait arrêter aujourd'hui comme ça. Je voulais vous donner l'occasion de donner un mot de conclusion pour cette première partie qui va nous servir d'introduction, Monsieur Sylvain Saint-Yumba. Merci. Je ne sais pas pour clôturer, mais il y a un élément que j'avais oublié de dire qui fonde la puissance du nouveau régime rwandais. On a parlé justement de ce qui s'est passé dans notre région après la chute du mur de Berlin, enfin, en tout cas dans la foulée de la chute du mur. C'est là que la guerre du Front patriotique rwandais a commencé. Mais le Front patriotique rwandais a surfé sur un autre phénomène qui se passait dans la même période, à savoir la montée en puissance du régime Hima de l'Ouganda, d'un pays voisin qui s'appelle l'Ouganda. Un régime Hima. Le régime Tutsi du Rwanda, donc du Front patriotique, qui est un régime Tutsi, on sait qu'il a été installé par ce régime Hima. En tout cas, il a aidé donc, conséquemment pour s'installer au Rwanda. Et aussitôt que le régime, depuis que le régime s'est installé là-bas,
il continue à surfer sur la puissance du régime ougandais avec lequel il partage une proximité régionale, parce que c'est des voisins, une proximité ethnique, comme le clame souvent le fils de Museveni, et comme Museveni l'a souvent dit aussi, c'est quelque chose qui ne se cache pas. Donc la proximité Himatuti, et avec lequel il partage une proximité idéologique. C'est-à-dire que cette ambition de puissance hégémonique, le régime rwandais le partage avec le régime ougandais, n'est-ce pas? Et sauf que, comme le dit Kagame dans son dernier discours, le Rwanda, ça étonne parce que justement, il est petit. C'est le petit bananier, le petit plant de bananier sur lequel tout le monde est enclin à couper, à couper le régime de banane. Et on oublie qu'en fait, en réalité, le parrain, le boss de tout ça, dans la région, c'est Museveni, qui lui aussi, même si c'est un pays plus grand que le Rwanda, mais c'est quand même un pays enclavé, qui n'avait pas beaucoup de ressources, à part que dernièrement, ils ont découvert il y a quelques années du pétrole sur le lac Albert. Mais l'Ouganda, c'était un pays enclavé, sans beaucoup de ressources, à part connu, en tout cas, à part l'agriculture, n'est-ce pas? Et le lac Victoria, la pêche et tout. Et qui, depuis l'arrivée de Museveni, s'est posé comme une puissance militaire régionale et aussi comme une puissance hégémonique, puisqu'il fait et défait les régimes tout autour, n'est-ce pas? Et il projette aussi son influence sur le Congo, le nord du Congo en tout cas. Il a aidé le Rwanda pour la conquête du Congo, la première conquête. Museveni, il a joué un rôle important dans le démantèlement du Soudan, n'est-ce pas? Tout le monde le sait. Mais on n'en parle pas beaucoup. Le Rwanda, en fait, ils n'ont fait que surfer sur la puissance ougandaise parce qu'ils ont une proximité, j'en finis là, je répète, ils partagent une proximité régionale, une proximité ethnique et une proximité idéologique. Oui. Je crois qu'on peut en terminer là. Hein? Oui, justement, on va terminer là pour aujourd'hui parce que on va justement voir, vous avez bien fait de souligner, de soulever ce problème du Soudan qui a été divisé en deux. Il n'est pas, on entend souvent que on va faire la même chose avec le Congo, ce qu'on appelle la balkanisation du Congo. Est-ce qu'on va y arriver? Ça sera le sujet des émissions suivantes. Surtout, on va se voir si derrière justement toutes ces attaques incessantes que subit le Congo, si réellement il n'y aurait pas justement ces velléités de balkanisation du Congo. Donc, j'aimerais vous remercier vraiment pour votre temps que vous avez accordé pour aujourd'hui et vous inviter, si vous avez le temps, si vous le voulez bien, qu'on continue ces émissions pour essayer vraiment d'expliquer aux gens, parce qu'il y a des gens qui disent ça n'est fini. J'ai vu aujourd'hui beaucoup de commentaires qui disent Tshisekedi a parlé, Blinken a parlé, le Rwanda, ça n'est fini de Kagame, ça n'est fini du régime rwandais. Mais moi, je pense que je suis plutôt sceptique, on va dire, pour ne pas dire pessimiste, mais je pense plutôt qu'il faut être réaliste d'essayer d'analyser vraiment la situation avec la tête froide, le sang froid, sans se laisser emporter par nos sentiments, ce genre de sentimentalisme, ou alors nous laisser guider par nos émotions. Donc, c'est vraiment de faire une analyse à tête opposée, sans trop nous emporter par nos émotions.
Je vous remercie. Oui, à moins que oui, vous avez dit. Célestin. Oui, je vous écoute. Alors, la géopolitique, c'est un terrain très mouvant, effectivement. Ça peut changer beaucoup, etc. C'était bien parlé, on ne sait pas pourquoi il parle, effectivement. On voit qu'il a un certain... Quand il parle, on voit qu'il a une certaine confiance, on ne sait pas d'où il dit ça, peut-être il y a des choses qui ne sont pas sur la table, etc. On verra. On va analyser tout ça parce que surtout que je me suis rendu compte qu'il s'est rendu lui aussi en Israël. Oui. Je vais de quoi est-ce qu'il a parlé avec tous ces liens avec la Russie, la Chine, et tout ça. On va essayer d'analyser tout ça vraiment. Pour les condamnations, pour ce qui est des condamnations, tes auditeurs qui parlent, qui disent que le Rwanda est condamné, etc. Je peux les renvoyer. Justement, depuis 1948, depuis qu'Israël a été créé, qu'il a commencé, comme tu disais, à imposer son hégémonisme dans le Proche-Orient, vous pouvez aller regarder le nombre de résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies et même de résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ont condamné Israël. Et non, des milliers, et sur lesquels Israël s'est assis et a continué sa politique. Je ne dis pas que ce soit comme ça nécessairement. Ça nous fait peur, mais c'est la réalité. On va analyser tout ça de très près pour voir vraiment où on va en arriver. Il y aura aussi, on peut aussi avoir des rebondissements, parce que nous savons bien que toutes les puissances naissent, grandissent, s'épanouissent et finissent toutes, sans exception, finissent toutes par s'écrouler. On va voir où est-ce qu'on va aller. Et on va en arriver. Donc, je vous remercie vraiment pour votre intervention d'aujourd'hui et j'espère qu'on va se revoir dans des émissions suivantes.